bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Nous allons commencer à ouvrir le bal avec donc Clarisse Berthézen et Jean-Christophe Vinel qui sont historiens. Je vais mettre mes lunettes, je vais jouer les jeunes et j'y arriverai plus. Donc qui sont historiens, plutôt spécialistes, une de la Grande-Bretagne et l'autre des États-Unis. Et donc cet ouvrage qui s'appelle Conservatisme en mouvement, une approche transstationnelle au XXe siècle, va regarder un peu ce qu'est ce mouvement conservateur, et on va voir que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'est, en tout cas beaucoup plus complexe plutôt. Et donc c'est un livre qui va se partager en 4 parties, une approche plutôt historique, une approche plutôt économique, une approche, on va dire, plutôt politique dans le sens stratégie, et au final, une approche, on va dire, mode de vie, ou plutôt social sur les comportements des habitants. Alors, merci à vous d'être là. Dernier point, le livre est tout frais, il vient de sortir, vraiment, il est sorti aujourd'hui, donc vous voyez, vous êtes imprimé. Donc, il y a une volonté dans cet ouvrage d'essayer de donner corps à cette notion qui est le conservatisme. Et en fait, ma première question est assez simple, parce que, et vous me tendez la perche, en plus ça donne l'illusion que j'ai lu le bouquin, c'est pratique. Parce que dès le début, et c'est la première question que je vous pose à tous les deux, vous posez cette question en disant, mais le conservatisme, qu'est-ce que ça veut conserver? Et effectivement, tout d'un coup, c'est une question de tel bon sens qu'on se dit, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Ce qui est assez jubilatoire pour un lecteur de se dire, mais pourquoi? Donc, ma question, qu'est-ce qu'on doit conserver? Micro. Ça marche là? Ça marche. Oui. Alors en fait, cette phrase, justement, cette question, c'est une question de Benjamin Disraeli, fin 19e, donc le Premier ministre britannique conservateur, qui pose cette question à son parti et qui dit « What do you wish to conserve » Qu'est-ce que vous voulez conserver? Qui est-ce qu'on est, Et donc, c'est une question... alors, à travers cette question, c'est une manière de s'interroger sur le conservatisme. Alors, en Grande-Bretagne, déjà, le côté très positif, peut-être, du terme par rapport à la France. Il n'y a pas le même côté péjoratif qu'on peut avoir en France sur l'idée de, justement, conserver, être un petit peu en retrait. Alors, en Grande-Bretagne, et pour Disraeli, et je pense que c'est un bon point de départ, parce que, justement, on retourne souvent à la Grande-Bretagne pour comprendre le conservatisme, puisqu'on remonte même jusqu'à Edmund Burke et la Révolution française, et on pourra éventuellement en reparler. Qu'est-ce qu'on conserve? Eh bien, on conserve les institutions existantes. Alors, en Grande-Bretagne, la monarchie et l'Église, toute une forme de status quo, mais ce que ça implique aussi, c'est l'idée du changement. Le changement est au cœur de cette idée de la conservation, et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, il présente le conservatisme justement comme une philosophie du changement, c'est-à-dire il faut savoir ce qu'on veut conserver pour savoir ce qu'on veut changer. Donc la première étape, et c'était la grande phrase de Burke dont Disraeli s'inspire, c'est un État qui veut avoir les moyens de sa conservation, doit avoir les moyens du changement. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut conserver, qu'est-ce qu'il faut changer? La question, en fait, est presque simultanée. Et c'est uniquement, donc voilà, à partir du moment où Disraeli, avec son parti, s'interroge sur ce qu'il faut conserver, qu'il y a toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait changer. Alors le changement est toujours vu comme une forme d'amendement, c'est-à-dire c'est l'idée même la constitution britannique justement est une constitution qui n'est pas écrite, en tout cas en partie, et qui date de 1215 et qui est comme un organisme, c'est quelque chose d'organique. Et l'idée justement du changement au sein de cette constitution, c'est qu'à chaque fois, à chaque époque, on s'interroge et on amende des choses, mais le principe de base, c'est qu'on ne commence pas par faire la table rase en se disant on enlève tout et on recommence. C'est vraiment au contraire, on est héritier d'un passé. Il faut connaître ce passé, le comprendre pour justement changer. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Et puis, je vais peut-être passer la parole. Le deuxième point avec cette idée de conservation, c'est peut-être et ça va ensemble, c'est l'idée d'imperfection intellectuelle, c'est-à-dire des questions autour de la théorie et de l'abstraction, une méfiance de la théorie et de l'abstraction. Et donc justement, pareil, qu'est-ce qu'on veut conserver? Ces institutions, l'Église, etc. Et
c'est lié à une certaine cette confiance justement en l'histoire, le passé, cet héritage est lié et va de pair avec l'idée que tout ce qui est de l'ordre de la raison, du raisonnement, c'est quelque chose dont on doit se méfier. Pareil, on pourra revenir là-dessus, c'est justement l'héritage de la Révolution française, et c'est vraiment une histoire, il me semble, qui se forge avec et contre la France au départ. C'est-à-dire c'est vraiment justement une histoire très franco-britannique au démarrage. Mais tu peux peut-être dire quelque chose justement sur les États-Unis ? Oui, parce que ce que vient de vous décrire Clarisse, c'est en fait ce que le conservatisme a eu du mal à être en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. C'est-à-dire que là, ce qu'elle vient de vous donner, c'est une définition théorique du conservatisme qui est, à vrai dire, la seule qui existe. Elle est effectivement née dans le contexte britannique qui des trois pays qui nous ont occupés dans cet ouvrage, en fait, est le seul pays à avoir véritablement une tradition intellectuelle dite conservatrice, tradition qui trouve un prolongement par ailleurs, mais c'est très important, dans l'existence d'un parti politique. Cela dit, notre ouvrage est né d'une discussion un jour sur les conservateurs, où Clarisse décrivait exactement ce qu'elle vient de décrire, et ma réponse avait été bien non, le conservatisme, ça n'est absolument pas ça. Puisqu'étant historien des États-Unis, ma référence pour définir le conservatisme, c'était le conservatisme américain, celui de Reagan, de George Bush, de Barry Goldwater, qui n'est pas une philosophie du changement, comme elle vient de le montrer, progressif, prudent, qui n'est pas forcément un respect des traditions, mais qui était une volonté de changement radical, notamment dans les années 70-80. Un conservatisme qui, par ailleurs, tend à penser qu'il faut revenir au XVIIIe siècle, et une fois qu'on y est revenu, surtout ne rien changer. Et le livre est né en fait de ce qu'on peut voir comme une confrontation transatlantique qui consistait donc pour nous à comprendre comment deux acceptions de cette tradition, de ce terme, de cette notion qu'est le conservatisme, quand ces deux acceptions pouvaient coexister dans deux pays différents, mais malgré tout deux pays qui ont de très forts échanges, et plus généralement dans le monde occidental. Mais cette confrontation, elle était d'autant plus difficile à comprendre à nos yeux que dans les années 80, on a beaucoup comparé les politiques mises en œuvre par Thatcher et Reagan, et que dans les deux cas, on parlait de révolution conservatrice. Ce qui en soi, évidemment, est un oxymore. Mais ça ne l'était pas pour eux. Mais en creusant un peu, on s'est rendu compte qu'en fait, certes, les politiques menées par Reagan ne correspondaient pas au canon conservateur, qu'elle tenait plus, comme le montre d'ailleurs l'un de nos auteurs, Colin Kidd, de l'héritage de Adam Smith que de l'héritage de Burke. Mais nous nous sommes rendus compte que Margaret Thatcher, quant à elle, était beaucoup plus proche de Reagan et de l'héritage de Adam Smith que de l'héritage intellectuel que vient de décrire Clarisse. Et il nous a semblé intéressant donc de voir le conservatisme non pas comme un objet vraiment gravé dans le marbre, quel que soit le corps théorique qui le sous-tend depuis Burke, mais plutôt comme un objet en mouvement, contesté, adapté, un objet changeant, mais qui, malgré tout, demeure une force politique importante. Et pour montrer cela, il nous a semblé utile de compléter, d'élargir notre enquête à un pays où il n'y a pas de parti conservateur, la France, où l'épithète conservateur est assez négatif. Traiter quelqu'un conservateur en France, comme le disait Clarisse, n'est pas vraiment lui faire un compliment, mais un pays où finalement il y a des formes de conservatisme. Donc voilà comment on pourrait présenter l'ouvrage. Vous
Vous tendez une super perche en plus. Donc ce qui est vraiment passionnant dans le livre, et en plus très pédagogique, c'est que vous nous montrez que ce concept, en fait, n'en est pas forcément un, que c'est quelque chose de protéiforme, qui s'adapte à la situation de mouvement. Et je voudrais faire une petite citation, parce que bon, il y a 3 cas que vous adaptez après l'approche historique. La question économique, on voit que il y a des discours, il y a des variations, beaucoup de choses sur le politique. Et sur la question économique, c'est assez intéressant. Alors c'est un auteur qui s'appelle Alexis Spire, et avec un certain humour d'ailleurs, il dit qu'il fait « Tandis que les conservateurs sont généralement hostiles aux réformes en raison des effets pervers qui pourraient en découler, ils sont partisans de grands changements lorsqu'il s'agit d'impôts. » Donc on voit bien qu'ils s'adaptent en fonction des situations sur ces questions-là. Et je profite de rester sur la question économique, c'est que vous montrez dans le livre, tout au long du livre, de façon assez pédagogique, que justement, la question du conservatisme, bien qu'il y ait un certain référent en termes de valeurs, on va dire de vie et de société, c'est mouvant, il y a des capacités d'adaptation en fonction des situations, on s'adapte. Voilà, j'aimerais que vous en disiez un petit peu plus sur cette question, que c'est pas évident de le définir en tant que tel, que ce soit aux États-Unis ou même en France. Oui, alors... et en même temps, c'est justement au cœur peut-être du conservatisme, cette idée d'adaptation. On leur a... les conservateurs, en tout cas en Grande-Bretagne, se sont beaucoup définis comme n'ayant justement pas de doctrine, n'ayant pas de principe, qu'il n'y avait pas de principe conservateur, que le conservatisme était avant tout une disposition, une manière d'être au monde, etc. Ce dont on peut évidemment débattre. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais dans leur idée, c'est vraiment, et ça a été mis en avant non seulement par les hommes politiques et les femmes en politique conservateurs, mais aussi tous les intellectuels conservateurs. Donc cette idée qu'il n'y a pas de doctrine, pas de théorie, et que c'est justement une manière de s'adapter au monde, que c'est justement une manière d'interroger le passé pour comprendre le présent et de s'adapter à ce qui se passe. Donc, une des grandes critiques, justement, qui a été faite par la gauche en Grande-Bretagne du conservatisme, c'est de dire, finalement, vous n'êtes qu'un espèce de miroir, vous reflétez la réalité, selon vos ennemis, vous vous adaptez, mais finalement, qu'est-ce que c'est que cette position, etc. Est-ce que vous n'êtes qu'un miroir de la société? Et justement, d'essayer de démontrer qu'en fin de compte, cette position qui se voudrait non idéologique, contre l'idéologie, contre la théorie, contre les principes, est en fait elle-même une position finalement, est une position idéologique en quelque sorte, si vous voulez. Mais en tout cas, cette idée d'adaptation est au cœur de ce qui est revendiqué par les conservateurs, qui justement se disent les mieux adaptés au changement, parce que justement... parce que le changement est conçu à partir du socle que représente le passé, l'histoire, etc. Et juste un mot sur tu parlais de Thatcher et Reagan. Ça explique aussi pourquoi Margaret Thatcher, en Grande-Bretagne, quand elle arrive au pouvoir en 1979, est considérée par une majorité de son parti comme pas conservatrice. Elle est justement, et là je reviens sur le terme de révolution conservatrice, c'est un choc au sein même de son parti qui considère qu'elle va beaucoup trop vite, que les changements sont beaucoup trop radicaux, que c'est exactement le type de changement qu'on ne peut pas faire quand on est conservateur. Et elle est, au sein de son parti, elle est perçue à ce moment-là comme étant libérale au sens du 19e siècle, enfin libérale justement au sens d'Adam Smith, et ça pose un problème. Et ça crée des tensions au sein du parti. Non, mais c'est pour prolonger et poser la question à Christophe-Vinel. En plus, vous, dans votre papier, vous nous montrez que ça se bâtit aussi en opposition d'eux. Mais après, que les choses deviennent... c'est beaucoup plus mouvant. Alors, c'est beaucoup plus mouvant, mais avant tout, pour compléter ce que tu disais à l'instant, on a aussi conçu ce livre comme une réponse, même si ce n'est pas dit formellement, à un ouvrage publié aux États-Unis qui disait qu'il y avait non seulement un esprit conservateur dont on pouvait faire l'histoire de Joseph de Maistre à Sarah Palin, en passant par Burke et Thatcher, mais aussi une idéologie. Et donc, ce que dit cet auteur, qui est très connu, qui est professeur de sciences politiques à New York et qui s'appelle Corey Robin, ce que dit cet auteur, c'est qu'en fait, cette philosophie du changement progressiste, elle revient peu ou prou à essayer de freiner les évolutions démocratiques. Et que l'esprit conservateur est un esprit de défense des privilèges des classes supérieures.
nous, on a vraiment voulu montrer qu'un travail, une approche historienne ne permet pas d'arriver à une conclusion à la fois aussi essentialiste et aussi simple. Cela étant, on voulait aussi quand même avoir une certaine lecture, évidemment, de ce qui a pu se jouer à droite au cours en tout cas depuis les années 30, puisque notre ouvrage, quelque part, est aussi un ouvrage, malgré tout, sur la droite en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, même si d'aucuns pourraient défendre l'idée qu'aujourd'hui, il y a des formes de conservatisme qui ne sont pas à droite, et sans doute pourrait-on en débattre très facilement, et ce serait bien. Mais notre idée, c'est qu'il y a effectivement un esprit conservateur, une vision du changement, une philosophie du changement de la société, et que cette vision a peu à peu été dépassée, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, par des avatars de la pensée conservatrice qui sont plutôt le néolibéralisme, le populisme, notamment. Et effectivement, comme vous le disiez, pour bien montrer ça, il faut voir qu'à bien des égards, l'histoire du conservatisme depuis les années 30 est l'histoire d'un rapport à l'État-providence. Et aux réformes nées de la crise des années 30. Ça n'est pas que ça, mais le voir comme ça permet de voir comment se réagencent à la fois les acteurs et les tensions qui parcourent les mondes politiques, que ce soit les sphères politiques en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, même si ces réagencements se font de manière différente. Quentin, j'ai encore un peu de... Ok. Une petite question de prolonger sur la question du néolibéralisme économique, parce que quand on voit la force et la puissance qui est en train de venir de cette question néolibérale, et il y a un article dans le livre qui pointe tous ces grands acteurs de la logistique, la grande distribution, on pourrait dire maintenant les grands acteurs de l'Internet en tant que tels. Au début, on a l'impression que même ces acteurs-là seraient potentiellement en train de s'émanciper de tout ça. Et malgré tout, vous nous montrez que dans le livre que cette idée conservatrice crée le terreau pour justement que toute cette puissance économique puisse se développer. Et on a l'impression, en lisant le livre, que les contrepoids à ça, ils sont quasi nuls. Enfin, on a l'impression que la force publique, je parle même plus de l'État-providence, je veux pas, mais pardonnez-moi cette phrase un peu, mais on est un peu sec contre ces gens-là. Alors, si vous faites référence à l'article de Nelson Lichtenstein sur la grande distribution, Walmart, Carrefour, etc., qui montre qu'en fait, on est revenu à une forme de capitalisme marchand tel qu'il existait au XVIIIe siècle. C'est un article très intéressant, mais qui nous rappelle, pour répondre à votre question, que les conservateurs ont un rapport ambigu à la liberté économique. Qui effectivement ouvre la porte au libéralisme et à des organisations sociales où effectivement les entreprises et l'organisation capitaliste, dans une certaine autonomie par rapport à la sphère politique, sont extrêmement puissantes. De Burke à Thatcher, le rapport des conservateurs, je crois, à la liberté économique, à la liberté d'entreprendre, est ambigu. Elle ne suffit pas à organiser la société, mais on ne saurait la critiquer de manière frontale et fondamentale. À une époque, Michel Crozier écrivait État modeste, État moderne. Et là, vous nous montrez que la question de l'État modeste, il ne nous fait pas rentrer dans la modernité. En tout cas, il est au service d'un certain nombre d'acteurs qui, tout d'un coup, balayent tout sur leur passage. Dernier point, ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que, après ces parties, on va dire, un peu macro-sociales, la dernière partie rentre dans des choses un peu plus, on va dire, plutôt un peu plus micro, et vous nous montrez que cette idée conservatrice ne pourrait pas fonctionner sans l'aval des gens. Et donc, on a un certain nombre, je voudrais que vous nous disiez un mot là-dessus, que la société aussi porte un certain nombre de choses-là. Clarisse, vous avez fait un petit papier sur la question du féminisme en Angleterre qui est assez intéressant, voilà, qui peut très éclairer comment la société, elle aussi, contribue à
faire avancer cette idée au sens large. Oui, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée, je dois dire, l'idée du féminisme et du conservatisme. Et ce sera la dernière question. Pareil, on pourrait imaginer que, évidemment, ce sont deux termes absolument contradictoires et antagonistes. Mais donc, alors pareil, en repartant de l'exemple britannique, à partir des années 20, dans le Parti conservateur britannique, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est évidemment le parti où il y a donc deux premières ministres, on en entend parler beaucoup ces temps-ci, entre Margaret Thatcher et Theresa May, et c'est un parti de femmes, voilà, alors, qui se présente comme un parti d'hommes, parce que l'histoire en plus, et la manière dont les journalistes le présentent, est tout le temps présentée, la façade est un parti d'hommes, mais en réalité, à l'intérieur, et c'est l'histoire que moi j'essaye d'écrire en ce moment, c'est vraiment en réalité un parti de femmes qu'on connaît mal. Et avant Margaret Thatcher, il y a une série de femmes. On présente toujours Margaret Thatcher comme un outsider qui arrive d'on ne sait où, d'on ne sait tout, comme ça. C'est absolument pas le cas. Je dirais, il y a toute une histoire des femmes de ce parti. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement pourquoi elles se tournent vers ce parti plutôt que le Parti travailliste ou d'autres partis. Bon, alors il y a une série de raisons. D'abord, le parti lui-même, le Parti conservateur, enfin, il ne s'agit pas d'égalité d'hommes-femmes, mais de bonnes pratiques du métier politique. Ils sont assez doués pour ça. Et dans les années 20, c'est le Parti conservateur qui donne le droit de vote aux femmes en 28 et qui donne ce droit de vote après avoir étudié le terrain et s'être assuré que probablement il y aurait plus de femmes votant pour le Parti conservateur. Donc c'est à la suite d'études très précises que ce vote est donné. Et par ailleurs, à la suite de propagande pareil très fine, c'est-à-dire de journaux, de films, de documentaires, d'émissions de radio. Donc c'est vraiment les tout premiers, puisque c'est juste dans les années 20, qui sont ciblés pour des femmes de telle région, telle classe sociale, telle religion. Donc en fonction de ces trois critères. Donc c'est vraiment un parti d'abord qui a quand même beaucoup d'argent et qui peut se permettre ce genre d'études, ce que le Parti travailliste à l'époque ne peut absolument pas faire du tout. Donc il y a déjà une machine de guerre qui est en place, qui est quand même très efficace. Ça c'est le premier point. Donc c'est le Parti conservateur vis-à-vis des femmes. Et puis ensuite, de fait, du point de vue de ces femmes, c'est l'occasion pour beaucoup à cette époque, donc là c'est les années 30, le démarrage, plus après le droit de vote, de grimper les échelons au sein du parti, d'être rémunérées soit à mi-temps, soit à plein temps. Donc pour beaucoup de femmes, de sortir de chez elles et de travailler. Alors elles le faisaient déjà avant, et d'ailleurs souvent aussi au sein d'associations conservatrices qui offraient justement un lieu d'action et de travail pour les femmes, beaucoup plus que le Parti travailliste, qui par ailleurs avait la réputation d'être assez misogyne, les syndicats étant vraiment pour le coup des syndicats d'hommes moins intéressés par la famille que le Parti conservateur ne le disait. Et c'est d'ailleurs une des stratégies du Parti conservateur au départ, et donc c'est vraiment quelque chose de politique, de s'intéresser à la famille. C'était une de ces armes contre le socialisme, contre le bolchevisme, comme ils aimaient dire à l'époque. Donc ça, je reviens sur les années 20 et 30. C'était l'idée que le socialisme allait détruire la famille. Donc il y avait une propagande très forte autour de la famille et de la valeur de la famille, qu'on trouve encore aujourd'hui. Et le Parti conservateur du XXe siècle s'est vraiment fondé sur l'idée de la famille. Et de ce point de vue-là, a mis la femme, vraiment de manière très essentialisée, genre la femme, au centre de cette famille, et finalement lui a donné un rôle c'est-à-dire que, par exemple, il faisait référence aux femmes, il les appelait les chanceliers de l'échiquier de la maison. Donc c'est une sorte de valorisation des femmes au sein de la famille, alors dont qui pourrait faire sourire, mais qui en réalité a permis à beaucoup de femmes, à partir de cette expertise domestique, comme on disait à l'époque, cette expertise domestique, finalement, paradoxalement, de s'investir d'abord au niveau local, politique municipale, et puis nationale. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours de la famille, ce discours domestique des femmes, dure jusqu'à aujourd'hui. Et Margaret Thatcher, dans toutes les positions de pouvoir des femmes, elle joue toujours là-dessus. Donc c'est un jeu que finalement tout le monde joue. Et Margaret Thatcher elle-même, dans tous ses entretiens, dit sans cesse...
dès que je rentre à la maison, je n'ai même pas encore enlevé mon chapeau, que je suis en train d'éplucher les pommes de terre et de mettre le rôti et on la voit tout le temps. Et tous ces discours économiques visent toujours la ménagère, sont toujours à partir de la famille, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants. Enfin, tout ce discours-là, qu'on retrouve même avec Theresa May aujourd'hui, qui parle de clean up the mess, enfin, c'est elle qui vient nettoyer après les erreurs de Boris Johnson, c'est elle qui vient, elle joue son discours, sa rhétorique est vraiment basée sur cette rhétorique domestique. Donc il y a cette apparence, ça peut prêter à sourire de se dire un féminisme domestique, un féminisme conservateur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en réalité, beaucoup de femmes ont quand même travaillé au sein de ce parti, à travers ce discours, et défendu par ailleurs l'égalité des salaires, des rémunérations, se sont retrouvés aux côtés du Women's Liberation Movement, le MLF britannique, pour défendre plusieurs thématiques, avec donc des thématiques communes très fortes, notamment donc sur les salaires, sur les crèches, sur le divorce, enfin, voilà, beaucoup de choses comme ça. C'est toujours un peu frustrant. J'ai arrêté. Vous avez vu que le livre est d'une grande richesse. Il y a une grande diversité d'articles. On balaye toutes les thématiques et qui sont, de notre point de vue, vraiment excessivement éclairants de par ce travail historique de ce qui se joue aussi encore maintenant. Merci à vous. Merci beaucoup.